Je vais appeler Solène Mouret, donc directrice adjointe du CAUE de Paris, et Franca Malservisi, docteur en histoire de l'architecture au CAUE du Val-de-Marne, pour nous parler de 4 retours d'expérience et de l'Observatoire de la qualité du logement en Île-de-France. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Solène Mouret, directrice adjointe du CAUE de Paris. Je te laisse te présenter, Franca. Franca Malservisi, architecte conseil au CAUE du Val-de-Marne. Donc, aujourd'hui, on va... Désolée, on n'a pas de retour d'écran. Voilà. On va vous présenter un travail que mènent les CAUE d'Île-de-France depuis 20 ans dans le cadre d'un observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France. Et c'est vrai que dans le cadre de cette invitation, on va faire un focus sur le site occupé. Pas forcément que les histoires de hors-site, je précise, parce que c'est vrai que là, on vient de passer une grande séquence sur les questions de hors-site, mais vraiment plus largement sur ce corpus. Alors, cet observatoire, je vais vous donner quand même 2 mots d'introduction sur ce que c'est. C'est un outil qui a été conçu en partenariat avec la DRAC Île-de-France et la DGP à l'origine. Et l'idée, c'était vraiment de promouvoir la qualité architecturale et d'avoir vraiment de la matière pour porter une analyse sur les critères d'appréciation du logement, de la qualité du logement. Donc, on a toute une méthodologie et puis on a une production annuelle de travaux sur l'Île-de-France qui conduisent à la fois à des analyses d'opérations, avec une petite particularité, puisque la plupart des opérations qu'on vient analyser, on va venir les voir 2 ans après la livraison des logements pour pouvoir rencontrer les habitants. On fait évidemment des visites de sites et puis des séminaires annuels de présentation de nos travaux. Donc, à quoi ça ressemble? Hop, je passe tout de suite. Finalement, tout est en ligne sur nos sites internet, le site internet des CAUE d'Île-de-France et puis de nos CAUE départementaux également. Donc, c'est des retours d'expérience, des fiches. Peut-être que, hop, on peut vous en montrer une au passage, à quoi ça ressemble, des petites publications tout simplement, qui présentent les opérations. Donc, on va venir rencontrer les acteurs, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, parfois des entreprises, parfois des bureaux techniques. Ça va dépendre en fait. On a une petite méthodologie et puis aussi on rencontre le plus souvent les habitants. Donc tout ce corpus qui est en gros plus de 90 analyses aujourd'hui qui sont en ligne, qui sont téléchargeables. Vous pouvez faire des requêtes par département. Dans ces analyses, il y a eu un peu deux moments de précision sur ce travail, puisqu'en 2019, on a décidé collectivement avec la DRAC Île-de-France et donc tous nos confrères et consoeurs CAUE de nous focaliser sur des retours d'expérience sur des opérations de réhabilitation de logements, puisqu'il nous semblait quand même que c'était vraiment l'enjeu. Tout à l'heure, le terme a été lancé, de la massification de cette réhabilitation. Et donc, ça nous semblait important de pouvoir documenter comment on peut, évidemment, se préoccuper de ces enjeux-là, mais tout en gardant des qualités dans l'architecture de ces logements. Et puis, donc ça, c'est depuis 2019. Donc, toutes les analyses concernent des opérations de réhabilitation. Et depuis 2010, la majeure partie aussi de nos analyses, je dis la majeure parce qu'on a eu aussi la pandémie qui nous a un peu imposé empêché de rentrer dans les logements, mais on a mis en place avec le laboratoire du CRH, donc qui est au sein du laboratoire LAVU, laboratoire de recherche sur l'habitat, qui est hébergé à l'école d'architecture de Val-de-Cerne. On a mis en place une méthodologie d'enquête auprès des habitants. Donc puisqu'on allait voir, on rentre dans les logements au maximum, on va voir, les habitants nous présentent leur logement un peu à la manière d'une visite guidée, et puis on établit dès que c'est possible des plans habités de ce que l'on rencontre. Donc voilà, donc depuis 2010, ça fait en tout 25 retours d'expérience qui sont menés avec des plans habités.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude de présenter cet angle-là parce qu'on a vu passer comme ça des différences d'appropriation de ces opérations et des différents enjeux que rencontrent les habitants. Et donc quand on croise un petit peu à la fois ce que peut apporter la parole des habitants dans l'intelligence du projet et puis aussi dans la façon dont ils conçoivent ou perçoivent les enjeux des travaux, c'est assez intéressant. Hop. Donc on a prévu de vous présenter une sélection de ce corpus, qui est issu de ce corpus en deux parties, à la fois sur des enjeux, comme vous le voyez là-haut, sur les enjeux de possibilités et de spécificités constructives, et la manière dont ça va apporter de la matière à moudre dans les démarches de sites occupés, enfin d'opérations en site occupé, et une seconde partie qui sera plus sur les questions de l'intelligence des habitants au service du projet. Donc je te laisse la parole. Oui, ben, merci beaucoup. Donc, en discutant ensemble avec Solène, on a regardé nos fiches et évidemment, ben, on a enlevé tout ce qui est vide, donc les transformations de bureaux en logements ou des grandes opérations dans des projets en rue, par exemple, où l'ensemble des résidences était vidé pour faire des travaux très importants. Après, pour le reste, ça a été dit dans la table ronde précédente, il y a toute une gamme très large entre un bâtiment très vide et quelqu'un qui ne bouge pas de sa pièce. C'est-à-dire, vous avez un immeuble qui peut être vidé, une cage d'escalier, un niveau, un logement en opération tiroir, une pièce pendant une semaine, la salle de bain pendant 3 jours, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas dedans, dehors, site occupé ou pas occupé, mais toute la gamme dont vous avez parlé, qui du coup pose la question de la gestion de la programmation et de qui s'occupe de quoi dans ces relations. L'autre élément important, ça a été dit aussi, c'est la question des copropriétés, où naturellement, les gros travaux à l'intérieur, ben, quand il y a un changement de propriétaire, pour le reste, c'est en site occupé, et plus qu'en site occupé, parce que ce sont les habitants eux-mêmes, quand on travaille avec des propriétaires bailleurs, qui sont les interlocuteurs directs. Et donc là, on est dans une situation où, heureusement que c'est en site occupé, parce que c'est pour ça qu'il y a des travaux. Donc, c'était un peu pour évoquer ces sujets qui nous concernent tous et de voir qu'il y a cette palette en fait à prendre en compte. L'autre élément, c'est en regardant ensemble, effectivement c'est une contrainte, hein, site occupé, c'est-à-dire c'est une nuisance pour ceux qui habitent, c'est compliqué pour ceux qui doivent prendre des décisions et surtout pendant le chantier. Mais c'est aussi quelque chose de très positif dans le sens, dans un moment de crise du logement qui ne s'arrête jamais, c'est des logements qui restent occupés, donc habités. Donc on n'a pas besoin de vider un immeuble. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte et peut-être, comme quelqu'un le disait, dans les coûts à mettre en valeur dans ce type de travaux. Eh bien, on profite de cette présentation pour rappeler que l'exemple de Thiers, que nous avait beaucoup intéressé, nous, CAE du 94, nous avons rédigé une fiche et visité le chantier. Et justement, je ne reviens absolument pas à tout ce qui a été dit parce que c'était tous les éléments très, très intéressants et des problématiques qui ont été évoquées. Nous, ce qui nous a intéressé d'aller sur place, c'était aussi de mettre en valeur la qualité des logements d'un bâtiment peu profond, qui sont traversants, et la réaction aussi des habitants. Alors, c'est toujours intéressant de discuter avec les habitants parce qu'on voit que la perception qu'ils peuvent avoir varie selon leur situation, selon leur état de santé, d'où ils viennent, leur parcours résidentiel, etc. Mais il y avait quelque chose qui revenait, qui était, en fait, ils avaient bien perçu que c'était un peu de l'expérimentation, ils en étaient assez fiers. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que quand on arrive à expliquer aussi ce qu'on fait, c'est que non seulement le chantier, il l'avait dit tous, hein, il avait été assez rapide et pas beaucoup de poussière, etc. Donc ça, ils l'avaient apprécié, mais aussi, ils avaient participé à cette idée de contribuer à quelque chose qui avait un intérêt pour d'autres qui avaient le même type de logement. Donc voilà, je vous invite à consulter cette fiche aussi pour voir ces témoignages des habitants et un peu l'aménagement de logements petits, mais en fait facilement appropriables. Un autre projet dont on avait envie de vous parler, c'est la Tour Ravel, qui est un projet par l'agence Équateur, qui nous semble particulièrement intéressant dans cette idée
de comment le diagnostic précis des solutions constructives du bâtiment initial peut amener à des solutions de transformation de l'enveloppe qui peuvent donner des performances importantes sans trop bousculer les habitants. Alors dans le cas de Thiers, c'est une autre des panneaux qui se rajoutent aux panneaux existants. Là, c'est un remplacement complet des panneaux qui étaient des panneaux légers et qui isolaient très peu et qui du coup, le travail n'était pas trop sur la documentation qui était très faible, mais plutôt sur place avec des essais justement, comme ça a été dit, pour vérifier la possibilité de remplacer avec des panneaux bois. Et du coup, la façade a très peu changé d'aspect extérieur. C'est un bâtiment architecture contemporaine remarquable, après un repère dans Sarcelles, et qui a beaucoup gagné dans le fonctionnement thermique en préservant la qualité de ses logements d'angle dans une solution qui en fait est assez radicale. D'un point de vue du remplacement de l'enveloppe, on remplace pratiquement toutes les surfaces. Donc, et là, Marc Bénard, il était intervenu dans nos séminaires pour expliquer justement, c'est la compréhension précise de la rationalité constructive du bâtiment initial qui a permis d'arriver à cette solution, comme vous le voyez, avec peu de dérangement entre guillemets, alors qu'on change complètement l'enveloppe, qu'on la vide. On a d'autres exemples qu'on peut trouver dans notre liste de bâtiments hors site, que je vois très mal. Alors, on a une opération à Montfermeil dans le 93. Mais oui, aussi, oui. Alors, l'opération Montfermeil, parce que je vois mes notes, elle nous intéressait parce qu'il y avait aussi des changements de panneaux de façade. Et là, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant à rappeler, c'est que la relation avec le retour des habitants était intéressant parce que pour une fois, ça allait à l'encontre de ce qu'on imagine. C'est une grosse opération urbaine sur des tours et des barres. Et là, c'est une barre. Et l'amélioration thermique, elle était validée par les habitants, mais c'est vrai qu'il tout avait été fait pour casser la barre, pour transformer la forme urbaine. Et pour eux, finalement, ils disaient on avait une vue qui était plus intéressante, plus ouverte avant. Donc là, j'en profite pour rappeler que des fois, on dit « Ah, c'est très bien, la forme, l'aspect du bâtiment a changé ». On imagine que les habitants ont envie que l'aspect de leur bâtiment change. Encore faudrait-il qu'on leur pose la question. C'est souvent les bailleurs qui ont envie que ça change, peut-être des élus, peut-être des gens qui habitent en face, mais peut-être pas les habitants. Donc c'est quand même intéressant de leur poser la question. Globalement, les habitants, ils sont plus contents quand on améliore les sols, la salle de bain, qu'on leur agrandit la cuisine, plutôt qu'on change l'aspect extérieur, sauf s'il y a un problème dans le hall. Bon, ce sont des choses à discuter parce que c'est souvent, on fait parler les habitants sans leur poser vraiment la question. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et puis, on a mis deux projets plus récents, dont celui des pyramides, qui est aussi, par rapport à la question du diagnostic, intéressant, parce qu'on a, dans la pyramide 14 à Évry, il a été possible de garder la surface en briques, ne pas isoler cette partie du bâtiment, isoler tout le reste, améliorer tout le reste avec des bonnes performances thermiques. Et donc, voilà, un sujet important aussi. Et le troisième, je vous montre quelques images, c'est une fiche qui vient de sortir sur un projet en cours à Fresnes, qui est un projet INLI, donc un ensemble de plots dans un site très vert avec des très beaux arbres, qui du coup, ce qui avait été prévu par les gestionnaires, donc INLI, c'était déjà l'identification d'un endroit où on pouvait surélever, rajouter des logements, avec un impact assez important en nombre de logements, en rajoutant des ascenseurs pour tous les bâtiments qui sont préservés, et les plots, il n'y a pas d'isolation extérieure de la façade, c'est des façades en pierre, en partie en pierre, en partie en béton, donc un projet qui nous intéressait beaucoup pour une intervention en site occupé qu'ils sont en train d'étudier parce que certains, ils doivent un peu bouger pour qu'on mette en place l'ascenseur, mais pour une période. Et en fait, ce qui est en train de se préciser, c'est vraiment de vérifier qui doit réellement bouger ou pas, qui en a envie, qui en a besoin, selon, par exemple, y parler, est-ce que les personnes sont chez eux toute la journée ou est-ce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent, ils sont à l'école, et donc les situations ne sont pas du tout les mêmes avec le même type de travaux pendant la journée. Donc là, on vous invite, c'est une fiche qui vient de sortir et je ne suis pas sûre qu'on l'ait précisé,
on a certains de nos fiches qui sont sur des travaux en cours, c'est-à-dire ce n'est pas encore réalisé. Et ça me permet de préciser que ce projet d'ensemble de plots à la fin des années 60 est en fait un ensemble en partie en logement social intermédiaire depuis le début et une partie en copropriété. Et c'est une situation qu'on trouve beaucoup en Île-de-France, où c'est le même système constructif, mais avec deux gestions complètement différentes. C'est très très rare que les deux partent en même temps en réhabilitation thermique, et surtout qu'on mutualise tout ce qui est analyse de la situation constructive, audit, voilà, ou éventuellement acheter tous les mêmes menuiseries pour baisser les coûts. C'est un vrai sujet compliqué, mais certaines des villes nous ont sollicité parce que ça leur pose problème de voir des ensembles où quelque chose est tout refait et le reste pas. Et c'est souvent la copropriété qui part après, mais pas toujours. Donc voilà un sujet peut-être qui peut être discuté ensemble. Donc là, pour terminer, voilà une autre thématique qui est celle de comment profiter du fait que les habitants sont là. C'est-à-dire comment se dire que les habitants, c'est ceux qui connaissent le mieux les lieux. C'est ceux qui peuvent nous indiquer aussi dans leur manière d'habiter ce qui marche et ce qui ne marche pas dans un logement. Donc dans ce dialogue-là, faire des travaux qui sont plus pertinents. Donc le premier exemple, c'est une transformation d'une copropriété qui était une copropriété dégradée à Villiers-le-Bel par l'agence Sol. Alors c'est un très long projet. Copropriété dégradée, ça veut dire qu'il y avait aussi dans les logements certains qui étaient des marchands de sommeil. Hein. Donc là, ça devient compliqué d'entrer. Et le témoignage du syndic, il le souligne. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que il y avait une hypothèse d'une isolation par l'extérieur et plus simple, on va dire, et une deuxième qui était celle de transformer les balcons en loggia avec des ouvertures et créer des espaces appropriables par les habitants. Et finalement, c'est cette solution un peu plus chère, un peu plus compliquée et impactante qui a été retenue en discutant avec l'ensemble des copropriétaires qui ont participé. Donc c'est un projet on a invité les architectes à intervenir justement pour raconter comment s'était fait ce dialogue avec les habitants et comment c'était important de pouvoir les emporter. Par exemple, le choix des couleurs de façade n'était pas celui qui avait été retenu par les architectes, mais c'est une variation sur les options, mais qui font que finalement, tout le monde a adhéré à des travaux qui ont quand même eu un impact important pour les habitants. Et le dernier, non, on avait quand même cette petite slide entre deux, pour dire qu'effectivement, encore une fois, c'est cette problématique de copropriété et d'embarquer des habitants qui sont là puisqu'ils sont à l'origine du programme de travaux. Voilà, ces retours d'expérience sur des résidences en copropriété. Vous en avez toute une variété. Donc à la fois sur des petits immeubles, des résidences des années 60 ou même des tours et des bars des années 70 jusqu'aux opérations de villes nouvelles. Donc voilà, c'est vrai que ce corpus, il permet d'illustrer une grande diversité de logements. Et pour finir, la dernière opération qu'on voulait partager avec vous, c'est une opération de réhabilitation de la cité des Chaufourniers dans le 19e arrondissement. Donc ça va faire un pont avec ce qui a été dit par Paris Habitat ce matin, hein, puisque je ne sais pas si vous étiez déjà là ce matin, mais c'est vrai que cette grande frise de la concertation auprès des habitants et tout ce qui est mis en place en termes de process pour impliquer les habitants, c'est très important pour Paris Habitat. Ici, donc, on est sur une opération dont le bâtiment d'origine, c'est des HBM des années 1920. Et c'est vrai qu'il fallait l'adhésion d'une grande majorité des habitants. Donc 71% ont répondu OK à l'enquête du bailleur initiale aux travaux pour pouvoir embarquer tout le monde dans cette grande transformation, puisque c'est... Excusez-moi, je suis très mauvaise pour retenir les chiffres, donc il faut que je lise mes notes. 473 logements qui ont été réhabilités. Et pour pouvoir être réhabilité par l'agence de Jean Marin, je ne l'avais pas cité, pardon, il y a eu toute une vacance de logements qui a été créée au préalable de 120 logements pour pouvoir en fait vider une cage d'escalier et mettre en place cette logique d'opération tiroir.
Donc c'est vrai que c'est une opération en site occupé, avec un site occupé particulier, puisque là c'est vraiment par phase et par hall finalement, hein, des travaux qui suivent chacun des halls. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement ce temps long de l'opération, qui est aussi dû à son ampleur, ça a permis de la documenter. Il y a un énorme travail qui a été fait sur le catalogue des typologies de logements, avec l'identification de ses avantages et inconvénients en termes de surface. Qu'est-ce que c'est que des surfaces de pièces humides ou de pièces de vie dans des HBM, la distribution, est-ce que on a quelles sont les pathologies, bien évidemment, les enjeux d'inconvénients à la fois thermiques, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a aussi des enjeux de pathologie, on pourrait dire phoniques, puisqu'il y a des gros sujets de confort d'acoustique dans ces logements. Et donc sur l'ensemble du site que vous voyez en plan, c'est un très grand site. Il y a eu une permanence qui a été menée avec des rencontres. Les architectes ont rencontré les habitants, ont mené des permanences sur le site. Et puis, il y a eu ces rencontres qui ont été faites par typologie de logement. C'est-à-dire que plutôt que de rencontrer une personne en one-to-one ou de faire comprendre aussi aux habitants qu'ils partagent ils partagent un même espace habité de façon différente, mais dans des mêmes espaces. Donc ils ont rencontré, par exemple, tous les habitants de T3 autour de la table, voir ce qu'ils partagent comme contraintes, ce qu'ils partagent comme avantages dans leur logement, et puis pouvoir, comme ça, faire émerger toute l'intelligence habitante sur ce site. Donc ça, c'est vraiment un travail énorme. Et ce travail, il a quand même aussi eu une grande vocation de sensibiliser les habitants à l'histoire de ce patrimoine, à finalement pourquoi il y a telle et telle pathologie qui se sont développées au fur et à mesure du site, hein, de l'histoire du site, et puis comment nos modes de vie ont évolué aujourd'hui, et donc du coup comment finalement il faut faire passer le cap du 21e siècle à ces logements, mais pas que les logements, puisqu'il y a un gros travail de désimperméabilisation de la cour et des communs. Donc alors là, c'est vraiment un travail paysager énorme. Et finalement, en rencontrant tous ces habitants par typologie, donc il y a eu vraiment un travail très fin d'amélioration de l'habitabilité. Donc là, on a pu faire des plans habités, donc comme on le fait régulièrement en visitant les logements après la livraison. Et puis donc du coup l'habitant était déjà là dans ce logement avant les travaux. Donc c'était assez intéressant parce qu'il pouvait aussi nous décrire lui-même. Finalement, l'habitant devient presque expert des travaux, comme le serait un copropriétaire, parce qu'il a été impliqué, sensibilisé par la permanence des architectes, et puis il a vraiment bien compris quels étaient les enjeux. Sur cette typologie, par exemple, cet habitant nous racontait que sa fille, les parents devaient dormir dans le salon parce qu'il y avait une pièce commandée dans la typologie. Et donc pour pouvoir aller dans sa chambre, sinon la fille devait passer par la chambre des parents. Et donc ils avaient complètement renversé la logique de distribution, et puis de vie dans cet appartement, parce que c'était pas très confortable. Et en constatant ça, et ben voilà, les travaux, les architectes ont proposé de changer la distribution intérieure. Gros travail aussi sur les pièces humides et la cuisine, évidemment. Mais c'est tout un tas de petites choses qui permettent... Enfin, c'est pas que des petites choses d'ailleurs, mais en tout cas, c'est tout un tas de choses qui étaient extrêmement bien identifiées comme enjeux par les habitants, et puis qui sont très visibles aussi dans l'appropriation derrière. Appropriation qui est encore plus palpable pour nous en tant que CAUE, parce qu'on a eu l'occasion, avec l'équipe d'architectes aussi après, mais de rencontrer les habitants pour présenter un petit peu tout ce qui avait pu être fait, mené, livré. Il y a une telle appropriation de ces qualités patrimoniales dans lesquelles ils vivent que les habitants maintenant organisent des visites au moment des journées du patrimoine, commentées par les résidents. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même un travail de longue haleine. Ça a été des travaux très longs. Le site occupé, c'est compliqué. Et en même temps, ça a été aussi une façon de les rassurer sur du long terme,
à la fois parce que quand il y avait des cages d'escalier qui étaient livrées, les autres s'empressaient d'aller voir ce qui avait été mené pour voir si c'était bien ou pas, évidemment, et donc ils étaient un peu rassurés sur ce qui se passait. Et puis derrière, il y a une prise de conscience de la qualité architecturale. Bon, il se trouve que c'est vrai que cette opération, elle est magnifique, mais il y a eu sur une typologie qui était extrêmement stigmatisée dans ce quartier et qui est même passée dans la presse pour des faits divers vraiment pas très sympas. Aujourd'hui, il y a eu une vraie prise de conscience sur les enjeux de qualité patrimoniale de cet édifice. Donc on trouve que là, la valeur d'usage et la connaissance des habitants, elle est vraiment valorisée jusqu'à un point où on n'est plus là et ça se passe encore. Encore une fois, on en profite, on vous montre un peu la grande diversité des typologies qui sont analysées dans ce corpus. Et pour finir, c'est vraiment, donc effectivement, dans ce retour des habitants, il y a des typologies très très particulières, mais qui sont quand même des icônes de certains moments de la construction en Île-de-France. Et donc c'est vrai que les documenter, c'est assez intéressant. Donc on a à la fois la cité de Créteil du quartier des Bleuets, la cité jardin du Pré-Saint-Gervais, ou encore la cité des Cheminottes dans le 78, qui sont des typologies qu'on peut retrouver ailleurs en Île-de-France et qui permettent de documenter vraiment comment on fait quand les habitants sont là pendant la réhabilitation. Voilà, je crois qu'il me reste 3 minutes s'il y a des questions. Mais merci. Ah oui, non, les questions étaient après, pardon. Merci beaucoup. On va arriver à la dernière table ronde de la journée sur les questions de surélévation et extension en site occupé. Et l'idée, c'est de prendre des questions pour vous 5 à l'issue. Vous pouvez rester si vous le souhaitez ou je vous rappellerai après, comme vous voulez. Et